Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. On lit dans le journal L'Indépendant du Cantal du 6 septembre 1905 que M. Fabre, le maire de la commune de Raulac, 1500 habitants alors, a fait parvenir au parquet d'Aurillac une dépêche au laconisme émouvant. Un enfant a tué un autre enfant. Aussitôt, le substitut du procureur fait aviser M. Mazoire, juge d'instruction, et requiert le docteur Fesque, médecin légiste. La machine juridique monte en voiture et se rend en hâte à Raulac, à 30 km d'Aurillac. De même que les journalistes de l'Indépendant du Cantal, car nous sommes au début d'une sale affaire. Les journalistes trouvent le bourg dans la consternation. Les gens sont rassemblés sur la place. Un silence lugubre règne. Voilà ce qu'ils apprennent. Vers 5 heures du soir, le 1er septembre, Jean-Marie Bladier, 17 ans, rencontre au bois de Birou le jeune Jean Raulac, qui se trouve alors avec sa mère. Le jeune garçon porte le nom de son village, car son arrière-grand-père, enfant trouvé à Mur-en-Barré, fut baptisé Jean dit Raulac du nom de la commune qui l'a recueilli. À l'époque, la forêt est une ressource importante et adulte comme enfant y passe beaucoup de temps. Bladier propose son aide à son camarade pour ramasser de l'herbe et remplir le sac qu'il porte. Sa mère poursuit son chemin et les deux garçons viennent rapidement à bout de leur tâche. Puis Bladier invite Raulac à venir cueillir des noisettes. Les jeunes gens s'en vont seuls. Après quelques pas, Bladier, sans prévenir, se jette sur son camarade. Raulac ne comprend pas ce qui se passe, pas plus que ce que lui veut Bladier. Il se débat à peine, mais son agresseur le maintient, et bientôt, il le terrasse. Puis il brandit un couteau qui lui plante dans la gorge. Le sang coule à flots, se répand sur la mousse, les feuilles. Puis Bladier coupe méthodiquement la tête de l'enfant. Il la lui détache avec une précision de chirurgien. La section est nette et sans bavure. Ce drame terrible s'est déroulé avec une extrême rapidité. Pas un cri n'a pu être proféré par la petite victime qui n'oppose à son assassin aucune résistance. Une fois son crime accompli, Bladier court au prochain ruisseau afin de se laver, de nettoyer les traces de son épouvantable tuerie. Puis la détente vient. Sa chair est apaisée grâce au crime dans lequel il s'est vautré. Il sent la morsure du remords. Dans la nuit noire, il marche d'un pas rapide vers la paroisse de Mur-en-Barré. Il se dirige vers le presbytère et réclame le curé afin de se confesser. À l'inverse de ce qu'écrivent les journalistes, Bladier ne trouve pas le curé et, épouvanté par son crime, il se rend à la gendarmerie pour tout avouer. Et Bladier fait aux gendarmes un récit circonstancié de son acte épouvantable. Les gendarmes l'arrêtent aussitôt, et sans perdre une minute, ils se rendent sur les lieux du crime. C'est Bladier lui-même qui les y conduit. En chemin, on s'arrête chez M. Fabre, maire de Raulac. Il est abasourdi par ce qu'on lui raconte. Il prend une lanterne et suit le cortège jusque dans les bois de Birou. En chemin, il croise la mère du jeune Jean qui cherche son fils dans l'obscurité. On l'écarte avec ménagement. Il est 1 heure du matin quand le triste cortège s'arrête devant le cadavre mutilé de l'enfant que sa mère cherche en vain. Ainsi donc, l'abominable récit n'est pas une fanfaronnade d'adolescents. La stupeur et l'horreur se peignent sur les traits des hommes qui découvrent le carnage. Le corps de Jean Raulac repose sur le côté gauche, le bras gauche étendu en avant. Dans la main crispée se trouve une noisette fraîchement cueillie. La tête est à 3 mètres, reposant sur la section horizontale du cou et regardant le corps dont elle est séparée. Sur la mousse verte, une large flaque de sang rouge. Bladier demeure
imperturbable, fermé. La population accourt car le bruit de ce crime épouvantable se répand dans la contrée et révolutionne les paisibles habitants. Ils se refusent à croire à un acte d'une sauvagerie aussi atroce de la part d'un enfant du pays, et veulent se rendre compte par eux-mêmes. Hélas, tout ça n'est que trop vrai. Le cadavre dont la tête aux yeux révulsés a été séparé du tronc et transporté à quelques mètres de distance gît dans une mare de sang coagulé, tordu par les souffrances de l'agonie. Plusieurs femmes s'évanouissent d'horreur en la découvrant. Les gendarmes de Vic-sur-Serre, partis au galop de leurs chevaux, arrivent bientôt sur place. Ils procèdent aux premières constatations pour entamer l'enquête avant l'arrivée des magistrats, à midi. Le juge d'instruction entend alors les témoins et dicte à son greffier les dépositions. Le menuisier du village prépare un cercueil et les heures s'écoulent dans une tristesse indicible. Seul Bladier semble insensible. Cette froideur face au crime commis fait beaucoup contre lui dans l'opinion publique, car elle est incompréhensible, plus encore que le meurtre pour certains. Elle est le signe de la monstruosité. Les magistrats décident alors de confronter Bladier à sa victime pour obtenir de lui des renseignements complets. On s'approche au plus près du théâtre de l'horrible drame. Les gendarmes éloignent les gens, mais sur tous les points culminants se forment des couronnes de curieux. La vue de ce cadavre sans tête est navrante. Le docteur examine le tronc, puis le crâne. Puis il empoigne la tête par les cheveux et la place à la hauteur du visage de Bladier. Le substitut du procureur lui ordonne de s'agenouiller, d'implorer son pardon. Rien, pas un muscle du visage de ce vampire ne tressaille. Il ne fait pas un mouvement. Alors le substitut pèse sur l'épaule de ce paisible criminel et le force à se mettre à genoux. L'assassin ploie sous la contrainte. Il se penche sur les restes de sa victime, mais il ne prononce pas un mot. Pas un cri de regret ne jaillit de sa poitrine. Ses yeux restent épouvantablement secs. Puis on apporte le cercueil. Doucement, on y place le corps de Jean Rollac. On y ajoute la tête. Le cœur des assistants se serre. Bladier ne verse pas une larme. Ni ce cercueil, ni ce cadavre, ni tout cet appareil judiciaire qui est employé, ni les pleurs qui roulent silencieusement sur les joues rudes des braves paysans qui assistent à la scène, rien ne le trouble, rien ne l'agite ni l'émeut. C'est une vraie brute, conclut le journaliste. La confrontation est achevée. On reprend le chemin de Rollac. Entre les gendarmes, Bladier le descend d'un pas rapide. Il est conduit à la mairie. On doit protéger le précoce assassin contre l'exaspération de la population qui veut le lyncher. Les magistrats, accompagnés du maire, font escorte au cercueil que 4 hommes vigoureux emportent sur leurs épaules. Quand dans le soleil couchant, le cortège funèbre entre dans Rollac, tous les gens sont dehors. Les femmes, au passage, bénissent l'enfant qui n'est plus, et les hommes se découvrent. Toutes les mines sont angoissées. Un sentiment de profonde pitié se manifeste tant à l'égard de la famille de Rollac qu'à l'égard de celle de Bladier. Les Bladier sont des gens très bien. Le père de Jean-Marie a été maire plusieurs fois. Puis le docteur Fesque procède à l'autopsie du cadavre sous le préau de l'école. Le praticien se livre à un examen attentif et minutieux du corps et note ses observations qui confirment en tout point les dires de l'assassin. Les dernières formalités remplies, le juge d'instruction délivre le permis d'inhumer. Le parquet reprend le chemin d'Aurillac. Bladier est emmené à Vic-sur-Serre le 2 septembre, puis écroué à la prison d'Aurillac le 3. Depuis son incarcération, son attitude n'a pas changé. Il n'a pas eu un mot de repentir. Bladier regrette juste d'être entre les mains de la justice et d'avoir déshonoré sa famille. La nouvelle de ce crime terrible arrive à Paris et fait grand bruit. Le quotidien parisien La Lanterne reprend quasi mot pour mot le portrait de l'assassin tracé par l'Indépendant du Cantal. Bladier est élève du séminaire de Saint-Flour, en vacances dans son village natal au moment des faits. Un futur prêtre donc. Pour ce journal anticlérical,
ce séminariste assassin, c'est du pain béni. Il lui tire dessus à boulet rouge. Au physique, l'assassin du jeune Rolac est un garçon de taille moyenne, maigre et dégingandé, la figure blême, les ailes des narines larges et bestiales. Ce garçon est d'aspect antipathique. Son regard est fuyant, sournois, jésuitique, pour tout dire en un mot. Il s'exprime correctement, mais sur le ton d'un enfant de chœur qui répond à la messe. C'est au séminaire de Saint-Flour qu'il a dû probablement contracter cette habitude récitative. Depuis longtemps, il était élève de cet établissement où l'avait envoyé et où l'entretenait le curé de Rolac, dans le dessein d'en faire un prêtre. Vicieux jusqu'à la moelle, Jean-Marie Bladier se livrait à des actes solitaires, comme disent les médecins en une pudique circonlocution, et cette incessante pratique lui a valu une déformation morale absolument extraordinaire. Un besoin de sang hante cet éphèbe et son désir tourne à l'obsession. Ce gamin finit par avoir des visions rouges qui surexcitent sa chair, éveillent en lui d'immondes appétits et le remuent profondément. Pour le journal La Lanterne, ce crime est horrible, monstrueux et contre nature. Il dépasse dans ses terrifiants détails tout ce que l'imagination peut inventer d'immonde. À 17 ans, Jean-Marie Bladier unit la dépravation précoce de l'enfant vicieux à la crapulerie répugnante des vieux libertins. En cherchant dans le plus sale gibier des maisons de correction, dans la lie des grandes villes, on ne saurait trouver une imagination aussi étrangement pervertie. Ce vicieux n'a pas seulement l'idée du crime passionnel le plus abject, il a aussi l'étonnant courage de la réalisation. Il tranche le cou de sa malheureuse victime pour se procurer un spasme que le marquis de Sade lui-même ne rêva qu'après la totale déchéance de son esprit. Il n'est évidemment pas admissible que le mal puisse ainsi naître et se développer dans un cerveau d'adolescent jusqu'à ses effroyables excès, poursuit le journaliste. Il faut sans doute un terrain favorable pour que le vice germe et devienne à ce point florissant. Il faut qu'un individu soit déprimé savamment pour que l'on constate en lui ces extraordinaires déformations du désir. Il faut qu'il ait été mis à une école spéciale. Le séminaire est l'école des monstres. Le drame qui a ému une région du Cantal en est une preuve nouvelle. Jean-Marie Bladier confesse qu'il a voulu se procurer une jouissance infinie en voyant couler du sang. Il avoue ses rêves lubriques et lorsqu'on lui demande depuis quand il est sujet à des hallucinations vicieuses, à ses désirs extravagants, il répond « Depuis que je suis au séminaire, j'y ai tout appris. » Le journaliste jubile. Quelle admirable riposte à tous ceux qui osent encore vanter l'enseignement des prêtres, leur morale et leurs exemples. Il n'y a que le séminaire qui puisse former un monstre tel que l'assassin du petit Jean Rolac, et ce meurtrier fait cet aveu. C'est au séminaire qu'il s'est instruit dans le vice, et c'est au séminaire qu'il a rêvé son abominable assassinat. Tant pis pour ceux qui oseront encore défendre les répugnantes boutiques cléricales. Le dossier des éducateurs ensoutanés s'est enrichi d'une pièce nouvelle, décisive, sanglante, ignoble. On sent bien toute la détestation du journaliste à l'encontre de l'Église et de son personnel. On est en 1905. La République vient de voter la séparation des Églises et de l'État, et les débats sont loin d'être apaisés. L'Église ne manque jamais d'incriminer l'école sans Dieu de tous les maux de la société, alors que les anticléricaux évoquent dès que possible les monstres en soutane qui pervertissent les individus. Les articles venimeux de La Lanterne sont donc de bonne guerre, même s'ils se fourvoient totalement. Car pour Jean-Marie Bladier, le séminaire n'a pas été une école du vice, mais au contraire, nous le verrons, un refuge où il tient éloignés ses pires penchants. On apprend d'ailleurs bientôt par une lettre de l'abbé Poulès, curé de Rolac, que Bladier n'était élève du petit séminaire de Saint-Flour que depuis 1 an. Les anticléricaux ne s'en frottent que plus les mains, puisqu'il est ainsi prouvé qu'il ne faut qu'1 an de séminaire pour devenir un monstre. Au cours des premiers interrogatoires,
L'assassin répond avec le plus grand cynisme que son crime n'a eu d'autre mobile que le plaisir qu'il pensait éprouver à voir couler le sang. Il a aimé la vue du sang, son écoulement et surtout son bouillonnement, aimé au point de se masturber face à la tête décapitée de sa victime. Bladier explique que depuis plus de 6 ans, il avait envie de voir couler le sang. Dans ses rêves, il lui semblait qu'il était aux prises avec un être humain qu'il avait assailli et qu'il tuait. Il lui fallait une victime. Le matin du crime, il est allé chercher un autre camarade pour le tuer, un nommé Prunet. Mais il a changé d'idée, craignant que ce jeune garçon, d'une constitution robuste, ne lui oppose une vive résistance. C'est donc par un pur hasard qu'il décide de suivre l'enfant qui a succombé à la mort horrible qu'on sait. L'obsession criminelle était telle chez lui qu'il avait aiguisé son couteau le matin même du crime. Pour l'indépendant du Cantal, le cas de Bladier est pathologique. Il souffre d'une perversion des sens. On peut ranger Jean-Marie Bladier parmi les créatures étranges, classées par les docteurs comme détraquées, mais aussi très lucides. Ce n'est pas du tout un innocent, ni un sot. Il s'exprime avec aisance et clarté. Il parle avec réflexion et sans étourderie, et c'est sous l'empire de suggestions sanglantes issues de son érotisme qu'il a décidé de son crime. C'est un sadique. À ce stade, il est sans doute nécessaire de faire un point sur l'onanisme, ça ne peut pas faire de mal. Depuis 1715 et la parution de l'ouvrage anonyme intitulé Onania ou l'odieux péché de la masturbation, le plaisir solitaire est coupable de bien des maux. Même les philosophes des Lumières y ont cru. En 1760, le médecin suisse Samuel Tissot, dans son essai explicitement intitulé L'onanisme, essai sur les maladies produites par la masturbation, explique le pourquoi du comment. Cette pratique rendrait les hommes pâles, efféminés, engourdis, paresseux, lâches, stupides et même imbéciles. Elle entraîne une perte de la vue, des convulsions, une fatigue extrême. Ne riez pas, elle ne rend pas seulement sourd, il y a des cas mortels. Bon, j'imagine que pour mourir d'onanisme, il faut en mettre un sacré coup. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour détourner les hommes du plaisir physique en dehors de la procréation. Les aliénistes s'accordent à penser que la masturbation porte atteinte aux fonctions intellectuelles. Elle a des effets pervers sur le système nerveux. On ne compte plus les masturbateurs épileptiques. Et bien sûr, ce vice solitaire génère des troubles du comportement sexuel. En 1840, le docteur Marc affirme qu'il peut fournir des indications concluantes en faveur de la réalité d'un désordre mental. Et le célèbre docteur Esquirol, celui-là même qui a libéré les fous de leur chaîne, affirme que les enfants qui s'y adonnent ont des penchants haineux et sinistres, ainsi que des envies de meurtre. L'Indépendant du Cantal nous apprend le 10 septembre que l'attitude de Bladier a entièrement changé. Il est affaissé et a de vraies larmes. Il explique que sa victime a souffert, qu'elle l'a imploré de l'épargner. Tout ça le trouble à présent. Enfin. D'ailleurs, depuis sa prison, il écrit à son camarade Prunet. Il lui demande pardon d'avoir eu envie de l'assassiner. Prunet doit avoir pitié de lui, pauvre malheureux qui, poussé par une vile passion, a donné la mort à un innocent. Qu'il songe à quel point il est malheureux, lui qui jusqu'à présent a été un garçon très honnête, de se voir coupable d'un abominable crime commis pendant un moment d'égarement. Prunet doit croire à son sincère repentir. Il a tué dans d'atroces circonstances. Il a désolé une pauvre femme qui pleure son fils unique. Il a déshonoré sa famille, causé la plus terrible douleur à sa mère malade. Il a déshonoré le petit séminaire de Saint-Flour. Prunet peut donc s'imaginer sa douleur et son repentir quand au fond d'une prison il songe à tout ça. Il a cédé à une passion. Il ne croit pas qu'il est devenu méchant et il se répugne d'être en compagnie de personnes qui n'ont pas commis le crime dont il est coupable. Il se croit toujours honnête. Il a commis un crime, mais il ne peut pas se croire criminel.
Il est un malheureux digne de pitié. Il pensait trouver des personnes ayant pitié de lui, mais presque toutes se détournent avec horreur. Il est abandonné. Personne ne songe à le consoler. Il lui écrit donc à lui, Prunet, qui a failli être sa victime. Il lui dit de se venger, mais que sa vengeance soit celle de celui qu'il est, que cette vengeance soit celle d'un bon chrétien. Car il est bon, et Bladier est sûr qu'il le pardonnera. Il espère que loin de s'être fait un accusateur, il sera un défenseur. Il espère que Prunet rendra le bien pour le mal et qu'il comprendra qu'il est digne de pitié. Il l'implore encore une fois de se venger chrétiennement, de prier pour lui, pauvre victime. Qu'il ait pitié d'un malheureux délaissé de tout le monde. Pardon, 1000 fois pardon, implore-t-il. On n'a pas la réponse de Prunet. Le juge d'instruction Mazoire charge le docteur Fesque, directeur de l'asile d'aliénés d'Aurillac, et les docteurs Casals et Berthe d'examiner l'état mental du jeune meurtrier. Ils procèdent à plusieurs interrogatoires de Bladier en présence de son avocat commis d'office, maître Sylvestre. Le juge envoie par ailleurs des commissions rogatoires auprès des frères de Bladier qui habitent Paris. Il pourra savoir par là s'il n'y a pas d'atavisme et quelles furent les dispositions et l'état d'esprit du jeune homme pendant sa première jeunesse. C'est aussi dans ce but que le juge interroge la mère et les professeurs du jeune assassin. La tâche du magistrat achevée, on s'attend à ce que Bladier comparaisse aux prochaines assises à Saint-Flour. En effet, les médecins déclarent dans leur rapport que Bladier n'est pas un aliéné, ni un fou moral, ni un dégénéré. Il n'est pas non plus hystérique ni épileptique impulsif. Il est anormal du point de vue de ses satisfactions sexuelles. C'est un sadique sanguinaire, lucide et conscient, et le sadisme n'implique pas l'irresponsabilité de la folie. Ses antécédents héréditaires n'ont rien révélé non plus. Le rapport des experts conclut donc que Bladier est responsable de ses actes, et spécialement de l'acte criminel commis à Raulac le 1er septembre 1905. Le 28 mars, le journal Le Réveil de Mauriac annonce encore que Bladier passera en cour d'assises le 14 mai. Son avocat, maître Sylvestre, a bien demandé une contre-expertise, mais jusqu'à présent, il n'a pas été fait droit à cette requête. Mais voilà qu'on apprend le 7 avril que Bladier est envoyé à la prison Saint-Paul de Lyon pour un nouvel examen médical. Maître Sylvestre a donc obtenu gain de cause. Aux fidèles auditeurs et auditrices de Tout Oui, les mots Lyon et expertise médicale rappellent sans doute quelque chose. Oui, rappelez-vous, l'affaire Gouffet en 1889, l'affaire Foucheran en 1898 et aussi le cas Riquetto en 1900 qui font tous l'objet d'un épisode de la série Sale affaire que je vous mets en lien. L'expert médical requis par la justice est bien sûr le docteur Alexandre Lacassagne. Il a en 1905 64 ans, autant dire qu'il n'a plus rien à prouver. Il est non seulement un médecin légiste renommé, mais aussi un maître de l'anthropologie criminelle. C'est bien simple, même les hommes qu'il a contribué à faire condamner le respectent et l'admirent pour certains. Il faut dire que Lacassagne fréquente assidûment les prisons lyonnaises où il écoute les prisonniers, les incite à se confier à lui. Il veut les comprendre, pour comprendre l'humanité criminelle. On peut dire que Jean-Marie Bladier est presque un don du ciel pour Lacassagne, fasciné par le jeune homme. Lacassagne est sur le point de publier sa somme de plus de 900 pages, intitulée « Précis de médecine légale ». Un chapitre est consacré aux instincts sexuels et aux crimes sadiques. Le sadisme est un état cérébral dans lequel l'instinct sexuel est excité ou satisfait sous l'influence de l'instinct destructeur. Il s'agit de trouver la jouissance sexuelle dans une souffrance de degré très variable qu'on fait infliger, qu'on voit infliger ou qu'on inflige soi-même à un être humain. Commettre un acte sadique, c'est donc faire souffrir autrui pour trouver dans cette souffrance la jouissance sexuelle.
et le perverti atteint de sadisme porte le nom de sadique. Bladier est vraiment un cas pour la science criminelle. Il déclare en effet « Je ne sais comment vous exprimer d'une manière précise la nature de mes sentiments. Lorsque j'étais seul, j'éprouvais un violent désir de posséder les uns ou les autres de mes camarades du village et j'accomplissais l'acte de masturbation en songeant à eux. Et en même temps, des idées de sang me traversaient le cerveau. Le penchant qui me portait était si fort que je n'ai même pas cherché à lutter. C'était une obsession. J'espérais trouver dans la vue du sang la sensation du plaisir que j'associais dans ma pensée à la jouissance sexuelle. Il n'est même pas besoin de s'appeler Lacassagne pour diagnostiquer une grave pathologie. On peut lire le rapport médico-légal rendu par les 3 experts dans les archives d'anthropologie criminelle de l'année 1907. Ce rapport s'appuie en partie sur les écrits de Bladier lui-même. Depuis sa cellule de la prison Saint-Paul de Lyon, le jeune prisonnier écrit sa vie dans des cahiers d'écoliers fournis par Lacassagne. En effet, le criminologue engage ses patients à écrire leur vie, à se raconter par écrit pour remonter aux origines de leur mal. Les mémoires de Jean-Marie Bladier sont bien écrits et très au-dessus de ce qu'on pourrait attendre d'un élève de 4e, estiment les médecins. Longtemps inédite, cette autobiographie est aujourd'hui publiée sous le titre « 11 cahiers de confession » et sous le nom de Bruno Rédal, nom donné par les médecins dans leur rapport pour l'anonymiser. Ces mémoires extrêmement dérangeants sont une porte ouverte sur une âme humaine très perturbée. Jean-Marie Bladier porte un regard fataliste sur sa vie. Il n'accuse personne d'autre que lui-même et analyse avec lucidité l'évolution de ses pulsions. Factuellement, Jean-Marie Bladier mène une enfance tout à fait commune pour un enfant de la campagne. Né le 12 juin 1888, il est l'avant-dernier de 8 enfants, tous vivants. Il entre à l'école maternelle à 4 ans. Il fréquente l'école primaire de 7 à 10 ans où il est très bon élève, un peu renfermé. Puis il travaille dans des fermes des alentours et ne va plus à l'école que l'hiver. Bladier explique qu'il n'a pas 5 ans quand lui vient pour la première fois l'idée de tuer. Le soir, avant de s'endormir, il se représente en train de tuer ou de faire souffrir de jeunes garçons de son âge ou même plus âgés qu'il connaissait. Il lui semblait prendre plaisir à les frapper avec un couteau ou à leur faire subir toutes sortes de supplices. Alors, sa verge grossissait. En grandissant, cette obsession ne le quitte pas. Il commence à aller au catéchisme et à se confesser, mais il ne confesse pas ce désir de tuer car il ne trouve pas les mots. Au moment de sa première communion, il parvient à avouer au prêtre qu'il a de la haine, car il pense que le désir de tuer est peut-être de la haine. À 10 ans, il a des relations avec une petite fille du même âge, sans en ressentir de jouissance. Au même âge, un berger le masturbe de force. Il y prend plaisir. Mais ce n'est qu'à partir de 14 ans qu'il parvient au plaisir en pensant à tuer quelqu'un. Dès lors, cette association entre la jouissance et le meurtre l'obsède. Il se masturbe plusieurs fois par jour. Ce qui le retient de passer à l'acte, ce sont les tristes suites de son crime ou que la justice divine se venge sur lui en le frappant d'un grand malheur. Voici ce qu'il écrit sur ses tentatives pour se défaire de ces pratiques. J'avais beau lutter contre ma passion, lorsque je me sentais tenté de me masturber et que l'image de la jouissance se présentait devant mes yeux, si je ne parvenais pas à me débarrasser de cette idée avant qu'elle fût devenue trop forte, je finissais par y succomber. Et ensuite, je regrettais de l'avoir fait. Je me jetais à genoux pour implorer le pardon de Dieu en me promettant de tout souffrir plutôt que de recommencer. Mais dès que, à nouveau, la tentation se présentait à mon esprit, je luttais un moment, mais bientôt, l'idée de la jouissance me faisait oublier les résolutions que j'avais prises et je me disais que Dieu me pardonnerait bien encore une autre fois et je succombais à nouveau. Au printemps 1904, Bladier a 16 ans quand des prêtres viennent à Raulac pour recruter des élèves pour le séminaire de Saint-Flour. Il se confesse alors auprès du supérieur. Il avoue tout, y compris avoir menti en confession en n'avouant pas ses pulsions.
C'est alors qu'il se dit que s'il était au séminaire, il serait bien plus en sûreté contre lui-même. La pensée d'être prêtre lui plaisait, parce qu'il pourrait mener une vie réglée, sainte, pénitente, exempt de tout désordre, et pourrait partir un jour pour les missions étrangères. Le 15 août 1904, il fait une confession générale dans laquelle il s'accuse de tout jusqu'à la moindre pensée. Après cette confession, il est tranquille. Mais il ne tarde pas à retomber dans les mêmes fautes en se masturbant et en se représentant en même temps en train de tuer. Ne voulant pas s'accuser de ses fautes à un prêtre du séminaire, avant d'y aller, il se confesse de nouveau à un prêtre de la paroisse voisine. Le prêtre lui dit qu'il exagère, qu'il prend la tentation pour le mal. Il peut se confesser, puis communier sans crainte. Le voilà apaisé. Il entre au petit séminaire le 4 octobre 1904. Comme il est plus âgé que les autres élèves, il fait 3 niveaux en un afin d'entrer en 4e l'année suivante. Après une année très satisfaisante, il rentre chez lui pour les vacances d'été. Il craint de retomber dans ses idées morbides en raison de l'inactivité intellectuelle. Il a raison. Le drame a lieu quelques jours avant qu'il ne regagne le séminaire de Saint-Flour. Chères auditrices et auditeurs, vous connaissez la suite, je vous l'ai racontée. Mais j'empruntais, comme c'est ici le principe, le point de vue des journalistes. Si vous voulez comprendre Jean-Marie Bladier, découvrir l'humain derrière le monstre, la genèse d'un meurtrier de 17 ans, vous pouvez lire ses mémoires, ses 11 cahiers de confession réunis en un volume avec préface et postface. C'est un document exceptionnel, même si très dérangeant. Comme demandé par la Cassagne, Bladier écrit toute sa vie, sans rien cacher et très crûment. Il dit tout, donne toutes les clés de sa personnalité malade, autant qu'il le peut en tout cas. Et pourtant, on ne le comprend pas. Je vous mets la référence en lien dans la description de cet épisode. Les 3 médecins experts sont persuadés de la sincérité de ses écrits. Leur rapport conclut que Bladier est venu au monde porteur d'une monstruosité morale. Il est atteint de sadisme sanguinaire congénital. Et il ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés intellectuelles et morales, de sa raison et de la liberté de sa volonté au moment où il a commis le crime qui lui est reproché. Le juge prononce donc une ordonnance de non-lieu. Il n'y a pas de procès Bladier, puisque le jeune homme est interné à l'hôpital psychiatrique d'Aurillac. Jean-Marie Bladier est exclu de la société, interné, tellement hors norme qu'il ne peut pas être jugé par la justice des hommes. Jean-Marie Bladier, 19 ans et meurtrier, entre dans le silence de l'asile en janvier 1907. Il s'en échappe un jour de janvier 1913 à 24 ans. On lit dans le petit journal qu'un individu aux allures suspectes parcourait les rues de Saint-Mamet sans chaussures et vêtu du costume des pensionnaires de l'asile d'aliénés d'Aurillac. Il a sans peine donné son nom et son âge aux gendarmes qui l'ont arrêté, puis reconduit à l'asile. Les registres d'état civil d'Aurillac, disponibles en ligne, nous apprennent que Jean-Marie Bladier est décédé à l'hôpital de cette ville le 13 septembre 1918, à l'âge de 30 ans. Rien de plus. Cette fois, c'est bien fini. Jusqu'à ce qu'en 2021, Vincent Leport fasse revivre une dernière fois Jean-Marie Bladier sous son pseudonyme dans son film intitulé Bruno Rédal, Confession d'un meurtrier. Il s'appuie sur les fameux 11 cahiers autobiographiques pour donner à comprendre la personnalité du jeune assassin. La bande-annonce est en lien en description de cet épisode. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.